Dans cette émission spéciale en collaboration avec l'équipe de Cobali, nous allons rencontrer des intervenants clés qui viendront complémenter les 5 capsules produites par Cobali dans l'objectif de se conscientiser sur le cycle de l'eau domestique. Savez-vous le parcours par lequel passe l'eau avant d'arriver à votre maison ou au contraire, le chemin qu'il fera pour quitter votre demeure et être acheminé à nouveau? Nous allons le découvrir et le comprendre ensemble en plus de présenter des solutions concrètes que l'on peut faire en tant que citoyen pour un environnement meilleur. Avant même d'entrer dans le vif du sujet de la web-série, pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi l'organisme Cobali? Oui, dans le fond, le Cobali, c'est un organisme de bassin versant qui couvre 3 bassins versants, donc la rivière du Lièvre, la rivière Blanche et le ruisseau Pagé, donc une partie de la rivière, sur le bord de la rivière des Outaouais. Et puis, ce qu'on fait, dans le fond, notre mission, en fait, c'est vraiment de mettre en valeur, d'améliorer puis de protéger la ressource eau sur ces 3 bassins versants-là. De quelle façon on fait ça? C'est par la gestion intégrée de l'eau. Donc, dans le fond, c'est de prendre en compte l'ensemble des usages de l'eau par les différents acteurs de l'eau également. Et puis, nos champs d'action, c'est premièrement la concertation, la mobilisation des acteurs de l'eau. Ensuite, d'élaborer un plan directeur de l'eau, qui est dans le fond un outil de planification pour s'assurer justement de faire une saine gestion de l'eau. Et puis également par l'acquisition de connaissances liées à l'eau, encore une fois, et la sensibilisation, de l'éducation et de l'information des citoyens en général, puis finalement aussi de la gestion et de la réalisation de certains projets sur le terrain. Puis dans le but justement de conscientiser le grand public, vous avez développé récemment une web-série. C'est quoi l'objectif derrière? Vraiment, c'est de venir donner de l'information sur donc le cycle de l'eau domestique parce que, bon, tout le monde chez soi utilise de l'eau, hein, de l'eau qui coule de notre robinet, mais on ne sait pas nécessairement tout ce qui a été fait, tout le chemin parcouru par cette eau-là auparavant et puis également où cette eau-là s'en va suite à notre utilisation. Donc, c'est vraiment d'informer les citoyens puis de les sensibiliser à l'impact qu'ils peuvent avoir sur la ressource eau à partir de chez soi, dans le fond. Bien, on débute avec la première capsule qui nous parle du traitement de l'eau potable provenant d'une rivière. L'eau qui sort de notre robinet, elle vient d'où exactement? Pour comprendre tout le parcours qu'effectue l'eau de la rivière du Lièvre jusqu'à nos maisons, le Cobali vous amène à l'une des usines de production d'eau potable de la ville de Gatineau, celle située dans le secteur Buckingham. Mon nom est Mario Renaud, puis je suis le responsable de la production d'eau potable pour la ville de Gatineau. Je vous fais visiter, donc venez voir ça. Construite en 1976 et modernisée en 2015, l'usine dessert 25 000 citoyens des secteurs Buckingham et Masson-Angers. Elle traite 12 millions de litres d'eau par jour, soit l'équivalent de 6 piscines olympiques. La première étape du procédé, en fin de compte, c'est d'amener l'eau de la rivière à l'intérieur de l'usine à un puits d'eau brute. L'eau est acheminée de la rivière par une conduite. Cette conduite est munie de 2 grilles. Une à la rivière, à la prise d'eau brute, qui est plus grossière pour empêcher les gros débris, les branches, les gros poissons d'entrer dans la conduite. Puis l'autre est située à l'autre bout de la conduite dans l'usine. Elle, c'est une grille qui est plus fine. Son but, c'est d'enlever les branches, les petites branches, les feuilles, les algues, pour éviter d'aller colmater les pompes dans le puits d'eau brute. Chacune de ces pompes d'eau brute a la capacité de 650 000 litres à l'heure.
Ce sont ces pompes qui amènent ensuite l'eau à la prochaine étape du traitement. On est rendu maintenant à la troisième étape, celle la plus importante du procédé du traitement de l'eau, soit la coagulation, flocculation. Le but de cette étape, c'est d'enlever la matière organique présente dans l'eau. La plupart des gens qui fréquentent les plans d'eau sont aperçus que certains lacs, l'eau est plus colorée que d'autres. C'est dû à la quantité ou la concentration de matière organique dans l'eau. Donc, si le but à l'usine, c'est d'enlever cette matière dans l'eau potable. Pour faire cette partie procédé, il faut utiliser des produits chimiques. C'est juste un procédé physique, filtration par exemple, c'est pas suffisant pour enlever la matière organique. Il faut vraiment déstabiliser la matière organique qui, elle, va précipiter, qui va faire un petit floc. Et puis après, on va ajouter du polymère qui va venir agglomérer ces petits flocs ensemble pour former des plus gros flocs. On passe à l'étape de la décantation de l'eau. Le but de la décantation, c'est que le floc se dépose au fond du décanteur pour être évacué vers l'usine de traitement des eaux usées. L'eau chemine par le dessous, remonte, et le floc, lui, descend. Puis l'eau est récupérée à la surface par les déversoirs que vous voyez ici. Pour que la décantation se fasse plus rapidement, on ajoute un microsable qui alourdit les particules. À l'étape de décantation, on a enlevé de 55 à 60 de la matière organique dissoute dans l'eau. Mais pour enlever le 20 de plus, ça demande beaucoup plus d'efforts. C'est pour ça que ça demande un oxydant très fort. Le but de cet oxydant-là, c'est de fragmenter la matière organique restante pour qu'elle soit assimilable par les bactéries qu'on va retrouver à la prochaine étape, soit la filtration biologique. On s'en vient à l'étape de la filtration biologique où les bactéries accumulées dans le filtre se servent de cette matière-là pour se nourrir, donc qui enlève le 20 de matière organique restante. Chaque filtre a 1,2 mètres d'épaisseur de charbon actif. L'eau traverse le charbon et ensuite, une fois filtré, ça va à l'étape de désinfection. On passe maintenant à l'étape de la désinfection. Étape très importante pour s'assurer de la qualité de l'eau. Parce que là, on tombe dans le monde des parasites, des bactéries, des virus qu'on doit vraiment éliminer avant d'acheminer cette eau-là aux résidences. Voici un des 6 réacteurs UV installés sur l'eau filtrée à la sortie de chacun des filtres. Ces réacteurs sont équipés de 4 lampes ultraviolettes. Et puis, c'est ce rayonnement-là qui détruit les bactéries, les parasites et puis les virus. Le chlore est indispensable pour éviter la prolifération de bactéries dans le réseau d'aqueduc. Donc, si votre eau sent le chlore, c'est un gage de qualité. Les gens qui n'aiment pas le goût du chlore, ben, ils peuvent la mettre 4 ou 5 heures au réfrigérateur, puis le chlore va s'évaporer. Vous n'aurez pas cet arrière-goût-là qui souvent donne un petit goût amer à l'eau. L'eau, une fois filtrée, est dirigée vers une réserve
ou un réservoir. Ce réserve-là a été conçu pour 9 heures d'alimentation en eau, advenant que la production soit arrêtée. Lors de panne électrique, cette énorme génératrice permet à l'usine de continuer à fonctionner et ainsi d'alimenter en eau potable les citoyens. Étant donné qu'on a utilisé des produits chimiques qui sont quand même acides, qui ont baissé le pH de l'eau, on doit ajouter, à la fin de la réserve, juste avant la distribution sur le réseau, on doit ajouter de la chaux hydratée. Le but de la chaux, c'est de relever le pH afin de rendre l'eau moins corrosive pour le réseau d'aqueduc. On l'a vu, l'eau de la rivière fait bien du chemin avant d'arriver chez nous. Plusieurs étapes de traitement permettent de la rendre sécuritaire à la consommation. Évidemment, tout ce traitement a un coût. Alors, notre eau potable municipale, buvons-la fièrement et protégeons-en aussi la source, nos rivières. Visionnez nos autres capsules pour en apprendre davantage sur les autres étapes du cycle de l'eau domestique et voir comment vous pouvez agir pour protéger l'eau pour la vie. Maintenant que nous avons été témoins des 8 différentes étapes du traitement de l'eau potable provenant d'une rivière, tel que mentionné dans la capsule, il y a des coûts rattachés à tout ça. Est-ce que vous auriez un exemple concret qui nous permettrait de mieux nous conscientiser sur l'importance et la richesse de l'eau potable? Oui, effectivement, souvent, bien des gens pensent que l'eau est gratuite. Donc, on ouvre le robinet, l'eau coule, mais il y a un coût à ça. Donc, par exemple, en 2019, dans le bilan de l'eau de la Ville de Gatineau, le coût de l'eau par citoyen était estimé à 200 $ par citoyen pour l'année. Donc, il y a quand même un coût. Ça, c'est seulement que le traitement de l'eau potable. OK. Puis concrètement, est-ce qu'il y aurait un exemple encore plus précis pour les gens qui comparaient un verre d'eau à de l'eau embouteillée? Oui, l'eau, si on compare 500 ml, donc une bouteille d'eau de 500 ml qu'on achète dans un magasin, donc on va payer, tout dépend, entre 50 sous ou 1 $, mais le 500 ml, la même quantité qu'on va prendre au robinet, va coûter entre 7 et 10 sous à produire. Dans l'objectif de conscientiser et de rassurer les citoyens sur la qualité de l'eau potable, il existe un règlement qui est le règlement sur le prélèvement des eaux et sur leur protection, dont la Ville a récemment complété cet exercice. C'est quoi en fait cet exercice-là? En fait, le ministère de l'Environnement nous oblige maintenant, c'est le premier exercice, la première fois que les municipalités doivent faire une telle analyse, de faire une analyse de vulnérabilité des sources liées à chaque prise d'eau brute qui dessert plus de 500 personnes. Donc, chaque municipalité qui dessert de l'eau potable à plus de 500 personnes doit faire l'analyse de vulnérabilité, c'est-à-dire de voir quelles sont les menaces au niveau de leur qualité de l'eau, soit en quantité ou en qualité d'eau. Donc, ça peut être aussi des menaces comme physiques, comme une prise d'eau qui est percutée par un bateau, ou physique comme un déversement d'hydrocarbures. Là, c'est plus chimique. Donc, il y a différentes sections, un guide, on est accompagné dans le processus. Les municipalités doivent réaliser cette analyse-là aux 5 ans. Donc, on vient tout juste de déposer, la date, c'était le 1er avril dernier, la date limite pour déposer la première analyse de vulnérabilité. Donc, Gatineau est embarqué dans ce processus-là qui devra être mis à jour à chaque 5 ans. Puis pourquoi est-ce que c'est important en tant que municipalité de protéger nos sources d'eau brute? En fait, c'est primordial afin de fournir de l'eau potable de qualité. L'eau brute, dans le fond, si elle est de bonne qualité, il y a beaucoup moins de traitement à faire. Donc, l'eau qu'on distribue aux citoyens par la suite est de meilleure qualité puisqu'on a aussi utilisé moins de produits chimiques, par exemple, pendant le traitement pour la rendre potable. Donc, une eau brute de qualité est un gage de succès, par exemple, pour avoir de l'eau potable de bonne qualité. C'est justement en faisant l'exercice à tous les 5 ans qu'on peut s'assurer, en fait, de rassurer les citoyens d'avoir une qualité d'eau potable. Oui, bien, avec l'analyse viendra un plan d'action avec des actions à mettre en place. Si on ne peut pas corriger ou intervenir à l'usine même sur une menace, comme par exemple les hydrocarbures, on ne peut pas rien faire s'il y a un déversement sur le territoire qui vient affecter notre eau. Par contre, on peut mettre en place un plan d'urgence à la Ville qui va faire en sorte qu'il ne va pas y avoir de citoyens impactés de ça. Mais il va en avoir des impacts, là. On ne pourra pas boire l'eau si ça se rend jusque chez le citoyen. Mais par contre, c'est ça
Elle permet d'organiser la municipalité et aussi de faire des interventions vraiment sur certaines choses physiques, soit ajouter des instruments de mesure pour un élément qui n'était pas mesuré avant puis qu'on a décelé comme étant une menace éventuelle. Donc, il y a différentes actions qui peuvent être mises en place, puis le ministère, là, ça va être la deuxième étape, là, qui vont nous exiger ce plan d'action-là. Ça, c'est par la municipalité. Puis du côté des citoyens, comment est-ce qu'ils peuvent contribuer à une meilleure qualité de l'eau? En fait, les citoyens, pour s'assurer d'une bonne qualité de l'eau brute, là, dans le fond de la rivière ou des ruisseaux, lorsqu'on est en milieu urbain, c'est assez simple. Tous les réseaux d'égouts pluviaux sont directement connectés aux rivières, aux ruisseaux. Ils ne vont pas à l'usine d'épuration, bien que bien des gens pensent le contraire. Donc, d'éviter tout déversement dans les égouts pluviaux. Donc, ça, c'est souvent là, les regards qu'on voit dans les rues qui sont quadrillés, là, où l'eau va après une pluie, mais cette eau-là n'est pas traitée. Donc, si on déverse des choses, comme par exemple, on lave notre voiture, le seau de savon, on ne l'envoie pas là, on le met dans l'évier à la maison, qui, lui, va être traité à l'usine d'épuration. Donc, on ne jette pas de déchets, tout ça. Ça, c'est une façon de protéger le ruisseau, la rivière à proximité sans habiter aux côtés, parce que les gens pensent aussi souvent qu'ils n'ont pas d'impact sur l'environnement, étant donné qu'ils ne sont pas à côté du milieu. Mais c'est pas vrai parce que tout est connecté là, en milieu urbain, évidemment. C'est super pertinent parce que c'est pas rare de voir justement un individu utiliser les égouts comme une poubelle. Exactement. Un mégot de cigarette lancé là-dedans, c'est fréquent. Puis, bien, ce mégot-là va se retrouver dans le milieu naturel. Il n'ira pas dans l'usine d'épuration, donc il ne sera pas traité. C'est super. Maintenant que nous venons de traiter le traitement de l'eau potable provenant d'une rivière, nous allons découvrir le traitement de l'eau potable provenant d'une source souterraine. L'eau qui coule de notre robinet peut provenir de deux sources. Soit l'eau est tirée directement des plans d'eau et des rivières, ce qu'on appelle eau de surface, ou bien l'eau est puisée à même le sol. On parle alors d'eau souterraine. Par exemple, la ville de Tursault tire son eau de la rivière Blanche, alors que les secteurs Masson-Angers et Buckingham de la ville de Gatineau, ainsi que les municipalités de Fermeneuve et Mont-Laurier, tirent leur eau de la rivière du Lièvre. Tandis que dans la première capsule de la web-série sur le cycle de l'eau domestique, on a vu le parcours qu'effectue l'eau d'une rivière avant d'arriver dans nos maisons, dans celle-ci, on vous présente le chemin qu'emprunte l'eau souterraine pour se rendre chez nous. Si vous avez un puits à la maison, votre eau potable est donc de l'eau souterraine, et ce, peu importe que votre puits soit artésien ou de surface. Cette eau est puisée dans le sol à des profondeurs variables jusqu'à atteindre des aquifères, c'est-à-dire des réservoirs naturels d'eau souterraine formés par la roche ou des sédiments. Puisque l'eau souterraine circule à travers le sol, elle est naturellement filtrée, ce qui fait qu'on y retrouve rarement des micro-organismes pathogènes comme les virus ou les bactéries, et elle contient habituellement moins de matière en suspension comme des sédiments que les eaux de surface provenant des lacs et des rivières. Elle peut donc être potable sans grand traitement. Malgré tout, pour s'assurer de sa qualité, il faut faire analyser l'eau de son puits à intervalles réguliers, environ 2 fois par année. Outre les citoyens, certaines municipalités s'approvisionnent également en eau souterraine. Allons visiter l'une des stations d'eau potable de la municipalité de Lac-des-Écorces, celle qui se trouve dans le secteur Val-Barrette, pour voir comment ça se passe. 2 puits artésiens permettent d'abord de capter l'eau souterraine à une profondeur de 61 mètres. L'eau brute est ensuite acheminée directement dans la station d'eau potable qui se trouve juste à côté. C'est dans ces grands réservoirs bleus que l'eau brute sera filtrée. Il y a d'abord une filtration physique qui permet de retenir les matières en suspension dans les filtres, suivie d'une filtration à la fois chimique et physique. La réaction chimique, c'est en fait une oxydation des éléments corrosifs dissous dans l'eau, comme le manganèse, le soufre et le fer. La deuxième filtration physique permet, entre autres, de retenir les particules issues de cette oxydation. Tout ceci permet à la fois de protéger la tuyauterie, en plus d'améliorer le goût de l'eau. Toute la filtration est contrôlée par un système automatisé. À la sortie des filtres, on ajoute du chlore à l'eau afin d'éliminer toute présence de micro-organismes comme des bactéries et des virus, et ainsi s'assurer que l'eau soit sécuritaire à la consommation humaine. D'ailleurs, la qualité de l'eau est analysée en continu pour vérifier le niveau de turbidité, c'est-à-dire la clarté de l'eau,
ainsi que le niveau de chlore. L'eau, maintenant potable, est ensuite envoyée dans la réserve semi-enfouie à l'extérieur, qui peut contenir 240 mètres cubes d'eau. L'eau sera finalement renvoyée vers le système de distribution qui l'achemine vers les 495 résidences desservies en fonction de la demande. Le temps écoulé entre l'arrivée de l'eau à la station jusqu'au départ pour la distribution est d'1h30. Comme on l'a dit plus tôt, l'eau souterraine est généralement de meilleure qualité que l'eau de surface. Ceci dit, le risque de contamination, quoique moindre, existe malgré tout. Alors, dans un cas comme dans l'autre, le meilleur pré-traitement qu'on puisse faire finalement, c'est de protéger la source de l'eau potable, que ce soit nos rivières, nos ruisseaux, nos lacs ou nos sols. Parce que rappelons-nous que toutes les activités qui se déroulent dans un bassin versant affectent la qualité de l'eau. Bref, qu'on habite près d'un cours d'eau ou pas, en milieu urbain comme en milieu rural, on a tous notre part à faire. Visionnez nos autres capsules pour en apprendre davantage sur les étapes du cycle de l'eau domestique et voir comment vous pouvez agir pour protéger l'eau pour la vie. Nous connaissons désormais les différentes sources par lesquelles l'eau est acheminée à nos maisons, mais ce n'est pas sans risque. Quels sont les risques de contamination, soit naturelle, soit humaine? Bien, pour l'eau souterraine, je vais présenter 4 types de risques de pollution. La première, qui est très fréquente, c'est les coliformes fécaux. Alors, on parle ici de matières d'origine fécale qui peuvent être dues soit à, par exemple, une installation septique qui est défectueuse, qui va amener ces contaminants vers les profondeurs du sol, ou encore, ça peut être dans le milieu agricole, l'épandage du fumier par les agriculteurs. Il y a aussi, parmi les causes les plus fréquentes, les contaminations par les nitrites et les nitrates. Ça va venir de la dégradation des engrais chimiques ou encore une fois du fumier en milieu agricole. Une autre source de contamination qu'on entend souvent parler, souvent en milieu plus urbain, mais ça va être les hydrocarbures, fait que tout ce qui est essence, pétrole, qui provient souvent des stations-service défectueuses ou encore des vieux réservoirs de mazout là, qui étaient enfouis. La dernière, c'est des fois, il y a des contaminations d'origine naturelle. Ça peut arriver selon le sol. Par exemple, le sol peut être riche en uranium ou en arsenic naturellement. Fait que c'est pour ça qu'il faut toujours faire évaluer la qualité de l'eau de son puits au moins 2 fois par année, au printemps et à l'automne idéalement. Est-ce qu'il y a une possibilité que l'eau de surface et l'eau souterraine communiquent et se contaminent l'une l'autre? Bien sûr. Si on pense seulement à l'été, l'eau qui est dans les rivières, par exemple, là, il y a une grande partie de cette eau-là qui vient en fait de l'eau souterraine, qui recharge durant l'été les cours d'eau. Donc, si l'eau souterraine est contaminée, on peut s'imaginer que ça va facilement aller vers les cours d'eau. Puis l'inverse est possible aussi, entre autres quand il y a des inondations au printemps. À ce moment-là, s'il y a une rivière qui est polluée, qui déborde, les installations, les puits qui sont à proximité peuvent être contaminés par l'eau qui va aller vers l'eau souterraine. Et est-ce qu'on pourrait manquer d'eau souterraine? Oui, aussi. En manquer, ça dépend de 2 facteurs. La première, c'est l'intensité du prélèvement, donc la quantité d'eau qu'on va prendre avec les puits, et bien sûr la recharge en eau. Donc, qu'est-ce qui va recharger l'eau souterraine? C'est beaucoup la perméabilité du sol. Fait que si, par exemple, on a un sol qui est plus sableux, l'eau va s'infiltrer plus facilement pour aller recharger en profondeur l'eau souterraine. Alors que si on a un sol plus argileux, à ce moment-là, c'est plus difficile pour l'eau d'aller recharger la nappe souterraine. Bien, merci beaucoup. On enchaîne maintenant avec la prochaine capsule qui présente l'utilisation de l'eau à la maison. Saviez-vous que votre utilisation de l'eau à la maison peut avoir un impact sur la qualité de l'eau de nos lacs et de nos rivières? En effet, tandis que l'eau qui sort de notre robinet est propre à la consommation, après avoir subi dans certains cas tout un traitement pour la rendre potable, elle devient ensuite usée dès qu'on s'en sert pour différents usages domestiques, car elle se charge alors de différents polluants comme le savon, le gras et des résidus alimentaires. Même l'eau qui coule simplement du robinet sans être utilisée sera polluée lorsqu'elle rejoindra les eaux usées dans les égouts ou la fosse septique. Il faut donc que cette eau usée subisse un autre traitement avant de retourner à la nature,
par exemple dans un cours d'eau ou un lac. Bref, plus on utilise d'eau potable à la maison, plus on en salit. En 2017, les Québécois consommaient en moyenne 530 litres d'eau par jour, comparativement à 427 litres d'eau par jour en moyenne au Canada. Et la grande majorité de cette eau est utilisée dans la salle de bain. Dans cette capsule du cycle de l'eau domestique, on s'intéresse donc aux différents gestes qu'on peut poser dans notre quotidien, à la fois pour réduire notre consommation d'eau potable à la maison, mais aussi pour éviter le rejet de certaines substances dans nos égouts ou les installations septiques qui pourraient se retrouver dans l'environnement malgré les traitements en place pour la décontaminer. Parce que la ressource est fragile et parce qu'utiliser de l'eau qui a été traitée pour la rendre potable revient nécessairement à la polluer, le mot d'ordre est donc de faire des gestes simples au quotidien pour l'économiser et ainsi éviter son gaspillage. Parmi les conseils, évitez de laisser couler l'eau pendant le brossage des dents ou au moment de laver la vaisselle, en utilisant le bouchon ou une bassine, peut permettre d'économiser une grande quantité d'eau. En effet, 3 minutes d'eau qui s'écoule équivaut environ à 18 litres d'eau. D'ailleurs, préférer une douche de 5 minutes à un bain représente près de la moitié d'eau. On peut également s'efforcer d'utiliser le lave-vaisselle seulement une fois qu'il est rempli, même chose pour la laveuse, et d'acheter des appareils à faible consommation d'eau, comme la toilette, le lave-vaisselle, la laveuse, la pomme de douche et les robinets. On passe d'environ 13 litres avec une toilette normale à 5 litres par chasse avec une toilette à faible débit. C'est donc une économie de 8 litres par chasse. Ça peut paraître peu, mais considérant qu'on utilise la toilette environ 5 fois par jour, ça fait près de 14 000 litres d'eau potable économisés par an. Aussi, en réparant les fuites d'eau, on peut économiser gros. Un robinet qui fuit par petites gouttes peut dépenser à lui seul 5 litres d'eau par heure. En consommant l'eau potable de façon responsable et en réduisant les sources de gaspillage, on utilise moins d'eau, ce qui fait donc moins d'eau usée à épurer par la suite. D'ailleurs, les usines de traitement des eaux usées ou les installations septiques individuelles sont conçues pour éliminer une grande partie des matières organiques et retirer une majorité de polluants dans l'eau traitée avant son retour dans l'environnement. Toutefois, certains contaminants, malgré les systèmes de traitement, se retrouvent dans l'environnement et peuvent affecter les écosystèmes aquatiques et même avoir des répercussions sur la santé humaine lors de la pratique d'activités aquatiques. Il est donc important de s'assurer que ce qu'on rejette aux eaux usées pourra bien être traité par la suite. On doit donc se demander que ne doit-on pas jeter à la toilette ou par l'évier. Les produits toxiques sous forme liquide comme les solvants, la peinture, les vernis ou l'huile à moteur sont difficiles, voire impossibles à retirer une fois en contact avec l'eau. Ce qui veut dire que si des contaminants de ce genre sont mêlés à l'eau usée qui sort de chez soi, ils se retrouveront éventuellement en tout ou en partie dans un cours d'eau ou un lac, par exemple, contaminant ainsi l'habitat des poissons. On doit donc en disposer de manière appropriée, soit à l'écocentre ou à la poubelle. Quant aux huiles à friture et graisses de cuisson, il faut éviter de les vider dans l'évier, dans la toilette ou ailleurs dans les égouts, puisqu'ils peuvent être à l'origine de la formation de bouchons dans les canalisations et ainsi entraîner des bris ou même des refoulements d'égouts dans les résidences. Quant aux installations septiques, ces produits peuvent affecter le bon fonctionnement et l'efficacité du traitement en détruisant les bactéries qui servent à la décomposition. Le drain de l'évier est donc destiné à recevoir principalement l'eau de vaisselle et de petits résidus alimentaires issus du lavage. D'ailleurs, l'utilisation des broyeurs est à proscrire. Pour ce qui est de la toilette, il est plus simple de se demander que peut-on y jeter. En fait, c'est assez simple. Rappelons-nous qu'une toilette est conçue pour recevoir les déchets humains, que sont les urines et les fesses. Ajoutons à ça le papier hygiénique, et c'est tout. Alors non, les produits d'hygiène féminine, les préservatifs, les cotons-tiges, la soie dentaire, les cheveux et même les lingettes jetables qui sont dites biodégradables ne doivent pas être jetés à la toilette car ce ne sont pas réellement des produits biodégradables et tout cela risque d'affecter le bon fonctionnement du traitement à l'usine d'épuration ou dans l'installation septique. On les dépose donc plutôt dans la poubelle, qui se trouve d'ailleurs généralement juste à côté. À noter que pour les médicaments, on les rapporte à la pharmacie. Pour savoir où disposer des différentes matières et déchets de façon respectueuse de l'environnement, consultez l'outil Ça va où de Recyc Québec.
Tous ces gestes aquaresponsables sont bons pour l'environnement et nos milieux aquatiques. Qu'on habite en ville comme en campagne, qu'on soit raccordé au système d'égout municipal ou qu'on possède notre propre installation septique. Visionnez nos autres capsules pour en apprendre davantage sur les étapes du cycle de l'eau domestique et voir comment vous pouvez agir pour protéger l'eau pour la vie. Cette capsule nous a conscientisés sur les retentissements de l'eau potable. Est-ce qu'il y aurait d'autres moyens pour économiser l'eau à la maison? Oui, bien en fait, un moyen qui est quand même simple et efficace, c'est un aérateur de robinet. Fait que dans le fond, ça coûte entre 2 et 5 $ à la quincaillerie, puis on l'ajuste au bout du robinet, puis ça va insérer de l'air entre les particules d'eau. Donc à ce moment-là, on va avoir le même volume dans le fond, on ne verra pas la différence, ce ne sera pas un mince filet d'eau qui va couler, mais on va avoir moins d'eau en bout de ligne qui coule. Donc on passe d'un débit de 5,7 litres par minute, alors qu'une robinetterie habituelle, c'est 13 litres par minute. Et puis, c'est quand même efficace pour... Par exemple, quand on se lave les mains, généralement, on va laisser couler l'eau. Donc, c'est efficace pour ce genre d'usage-là. Puis s'il y avait un message que vous voudriez ajouter à la capsule, ça serait lequel? Bien, en fait, c'est que l'eau potable, elle n'est pas gratuite. Donc, on paye collectivement pour, donc il vaut mieux l'utiliser, surtout comparativement à de l'eau embouteillée. L'eau embouteillée, ça coûte 3000 fois plus que de l'eau du robinet. Ça demande 2000 fois plus d'énergie, par exemple, pour créer la bouteille d'eau ou le transport que ça nécessite. Donc, c'est vraiment plus écologique et économique de boire de l'eau du robinet, surtout que certaines bouteilles d'eau, c'est de l'eau du robinet qu'on retrouve à l'intérieur de toute façon. Wow. Puis aussi, les bouteilles d'eau, il y en a environ 1 sur 6 seulement qui va être recyclée. Donc, celles qui ne sont pas recyclées vont se dégrader, se fragmenter dans l'environnement. Puis, ça va créer du microplastique. C'est quoi les implications du microplastique? Le microplastique, en fait, c'est ça, c'est de la dégradation d'objets en plastique ou des microfibres dans le fond, de tissus synthétiques. Puis, quand c'est libéré dans l'eau, ça a des impacts sur la vie aquatique. Donc, par exemple, une microfibre, qui est en fait plus petit que 5 mm, ça peut, une fois dans l'eau, prendre, par exemple, les polluants, absorber les polluants qui sont dans l'eau, comme de l'huile, par exemple. Puis là, si les poissons prennent ça pour de la nourriture, ils vont le consommer. Vous comprendrez que c'est pas génial pour l'animal. Puis aussi, on retrouve des perturbateurs endocriniens dans les microplastiques. Donc ça, c'est une molécule qui va interagir avec les hormones, puis qui peuvent aussi avoir des impacts sur les organismes, comme par exemple la reproduction. Donc, ce qu'on peut faire pour réduire, notre ajout de microplastiques, entre autres, c'est de consommer moins de plastique ou de le réutiliser ou de le donner au lieu de le jeter. Puis pour ce qui est des vêtements, les microfibres qui se détachent comme les petites mousses, c'est d'utiliser le moins de chaleur possible, donc pas de laver à l'eau froide, puis d'utiliser le moins possible la sécheuse. Puis en termes d'eau potable, tantôt on parlait justement de l'eau embouteillée puis de l'eau du robinet. On peut quand même s'avouer que l'eau du robinet, elle est excellente au goût, même plus que l'eau embouteillée, donc ça vaut vraiment la peine. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Donc on poursuit maintenant avec le cheminement de l'eau de pluie sur nos terrains. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive avec l'eau de pluie qui tombe sur votre terrain, sur le toit de votre résidence ou dans votre entrée de cour? Tandis qu'en pleine nature, le parcours d'une goutte de pluie a plusieurs issues, dont la majorité implique une infiltration dans le sol, en milieu urbain, il n'est pas rare que cette même goutte de pluie termine sa course sur une surface imperméable, c'est-à-dire un revêtement ou une structure qui crée une barrière physique entre l'eau de pluie et le sol. En ville ou en région semi-urbaine, on retrouve moins de végétation, moins d'arbres particulièrement, et plus de rues et de stationnements asphaltés, plus de surfaces bétonnées, plus de toitures et de patios. Donc les chances pour l'eau de s'infiltrer dans le sol sont particulièrement réduites. C'est ce qui fait en sorte qu'en milieu urbain, une grande partie de l'eau de pluie va alors ruisseler sur le sol et dans certains cas s'ajouter aux eaux usées présentes dans les égouts. Cette surcharge d'eau dans les égouts risque d'être dirigée vers un ouvrage de surverse afin de protéger la station et les réseaux d'égouts. Ces surverses de surplus d'eau usée sont alors rejetées dans un cours d'eau avant même d'avoir été traitées.
Dans cette capsule du cycle de l'eau domestique, on s'intéresse donc à la gestion des eaux de pluie chez soi et comment faire pour éviter qu'elles ne causent ce genre de problème. Il faut d'abord savoir que plusieurs types de réseaux d'égouts existent selon les municipalités et même selon les quartiers. On peut simplifier le tout en les divisant en deux groupes distincts. D'un côté, les réseaux combinés, aussi appelés unitaires, et de l'autre, les réseaux séparés. Lorsqu'on parle de réseau combiné, on décrit un réseau où il n'existe qu'une seule canalisation pour recevoir à la fois les eaux usées des résidences et les eaux pluviales. Alors que lorsqu'on parle d'un réseau séparé, ça implique qu'il existe une canalisation pour les eaux usées et une autre pour acheminer l'eau de pluie qui ruisselle sur les surfaces imperméables vers les cours d'eau. N'oublions pas que cette eau de ruissellement aura accumulé au passage des polluants, des sédiments et des détritus présents sur ces surfaces. Ainsi, pendant un orage ou un épisode de pluie intense ou prolongé, la canalisation d'un réseau du premier type, donc combiné, risque de recevoir une trop grande quantité d'eau par rapport à la capacité du réseau et la capacité de traitement de la station d'épuration, puisque l'eau de pluie va alors s'ajouter aux eaux usées. Dans ces moments, le surplus d'eau doit donc être évacué pour permettre le bon fonctionnement du système. Cette eau, qui rappelons-le contient de l'eau usée, est alors rejetée dans les cours d'eau sans être passée par l'usine de traitement des eaux usées, donc sans qu'on ait retiré les éléments indésirables. C'est ce qu'on appelle une surverse. On comprend alors toute l'importance de gérer l'eau de pluie pour favoriser son infiltration dans le sol plutôt que de rejoindre le réseau d'égouts. On vous présente donc différentes solutions permettant de retenir l'eau de pluie sur votre propriété et donc de faire une gestion durable de vos eaux pluviales. Premièrement, le choix d'un revêtement perméable pour votre entrée, comme du béton poreux ou du pavé alvéolé, permettra à l'eau de s'infiltrer dans le sol. Ensuite, certaines gouttières de maison sont directement connectées au réseau d'égouts. S'assurer de les déconnecter et que celles-ci ne se déversent pas sur une surface imperméable, comme une entrée asphaltée qui mène l'eau directement dans la rue, est déjà une bonne étape de franchie. Ça peut sembler minime, mais imaginez si les gens de votre quartier permettaient tous à l'eau de leur toiture de s'infiltrer dans le sol au lieu de s'écouler vers la rue, ça pourrait avoir un impact non négligeable sur les événements de surverse. D'ailleurs, il existe aussi des barils récupérateurs d'eau de pluie qui vous permettent d'emmagasiner l'eau de vos gouttières afin de l'utiliser plus tard pour arroser les plantes plutôt que d'utiliser de l'eau potable. On peut également créer un jardin de pluie qui vient recueillir l'eau de ruissellement provenant d'une gouttière ou d'une autre surface imperméable. Enfin, retenez qu'un aménagement végétalisé sur votre terrain, en plus de la présence d'arbres et d'arbustes, permettra de retenir chez vous une grande partie de l'eau de pluie. Outre les citoyens, plusieurs initiatives municipales permettent aussi la rétention des eaux pluviales. L'une des plus fréquentes est la création de bassins de rétention, soit de type sec, à retenue prolongée ou permanente. La fonction de ces bassins est de retenir l'eau de ruissellement pendant les forts épisodes de pluie, mais aussi de favoriser la décantation des matières en suspension au fond des bassins et, selon le type de bassin, permettre l'infiltration de l'eau dans le sol ou de s'écouler plus lentement vers les cours d'eau récepteurs, comme le font les bassins d'orage. Dans le cas où le bassin est relié à un cours d'eau récepteur, l'eau qui va y être envoyée contiendra donc moins de sédiments qui, eux, favorisent l'ensablement et l'altération des habitats aquatiques. Il existe une panoplie de possibilités en ce qui a trait au stationnement et voies de circulation. Des pavés perméables, des dépressions végétalisées qu'on appelle des noues, permettent de recueillir et de ralentir l'eau qui ruisselle à la sortie des surfaces imperméables. Ajouter de la végétation pour intercepter la pluie et bien d'autres. C'est en accumulant les différents projets et actions, que ce soit au niveau municipal ou chez les résidents, qu'on pourra atténuer les surverses et assainir les eaux pluviales en milieu urbain, et ainsi protéger nos ruisseaux, nos rivières et nos lacs. Il faut savoir que le phénomène de ruissellement n'est pas réservé au milieu urbain. Le milieu rural possède aussi des terrains gazonnés sans arbres ni arbustes, ainsi que des routes et des entrées de sable et de gravier compactés, qui offrent une perméabilité limitée à l'eau lors de forts épisodes de pluie. On peut alors être témoin de ravinement et de création de rigoles qui favorisent l'érosion et le lessivage de sédiments vers les fossés routiers et éventuellement vers les cours d'eau. Rappelons que les apports en sédiments dans les cours d'eau entraînent une détérioration de la qualité de l'eau et une perturbation de l'habitat du poisson.
Et ces conséquences risquent de survenir de plus en plus souvent si on se fie aux prévisions associées au changement climatique. On prévoit une modification du régime de précipitation vers l'augmentation de la fréquence des événements de pluie courts et intenses. Ce sont ce genre de précipitations qui peuvent momentanément provoquer une surcharge des égouts et créer des surverses. Il va donc être important dans les prochaines années de planifier des aménagements urbains afin de favoriser davantage l'infiltration de l'eau de pluie dans le sol, ce qui représente une des mesures de la gestion durable des eaux pluviales. Visionnez nos autres capsules pour en apprendre davantage sur les étapes du cycle de l'eau domestique et voir comment vous pouvez agir pour protéger l'eau pour la vie. Dans la vidéo, on voit qu'on peut faire des changements dans l'aménagement de nos gouttières pour favoriser la rétention de l'eau. Est-ce que vous auriez des conseils pour le grand public? Oui, bien en fait, dans la vidéo, on a vu le baril de pluie, qui est une solution assez simple et efficace. Par contre, c'est important de comprendre qu'on doit utiliser l'eau qui se retrouve dans le baril parce que sinon, si on laisse l'eau s'accumuler puis déborder, bien, ça ne devient plus une solution efficace. Donc, si on pense que, si on a peur en fait que l'eau déborde, on peut installer un conduit en haut du baril, dans le fond. Puis, ça va permettre de faire écouler le surplus. Par contre, ce conduit-là, il faut l'éloigner de la maison, donc d'une bonne distance pour pas que ça affecte les fondations de la maison. Puis, en fait, même si le baril de pluie ne nous convient pas tellement, on peut tout simplement installer un conduit à la fin de la gouttière, encore une fois, pour éloigner l'eau de la maison, puis faire tout ça, rejoindre un sol perméable. Donc, ça peut être la pelouse, mais idéalement, une plate-bande ou encore mieux, même un jardin de pluie. C'est quoi un jardin de pluie? Un jardin de pluie, c'est comme une plate-bande, mais vraiment spécialisé pour gérer l'eau de pluie à la maison. Donc, ça demande un peu plus de savoir-faire, mais ça nous assure que l'eau va vraiment s'infiltrer dans le sol. D'ailleurs, il y a l'OBV de Matapédia Restigouche qui a fait un guide de comment faire un jardin de pluie qui est assez intéressant. Puis, dans le fond, ça nous explique, selon notre région, notre type de terrain, la topographie, comme les dimensions, en fait, du jardin de pluie, les espèces qu'on peut y retrouver, puis les matériaux à utiliser. Ça, c'est peut-être des différentes solutions, mais pourquoi on ne peut pas tout simplement laisser l'eau s'écouler sur la pelouse? Bien, en fait, les terrains gazonnés, c'est sûr que ça va permettre quand même c'est plus perméable que de l'asphalte, mais ça va quand même favoriser le ruissellement de l'eau dans certains moments. Donc, les pelouses, c'est un peu comme une monoculture, hein? Donc, c'est tout le même type d'individus, même taille, même système racinaire. Donc, ça n'offre pas une diversité, dans le fond, d'avantages qui sont liés aux espèces. Donc, le gazon, on le coupe régulièrement, ce qui fait que la plante va allouer la majorité de son énergie à la croissance des plantes, des feuilles, et non pas, en fait, des racines. Puis c'est important d'avoir des systèmes racinaires qui peuvent aller plus en profondeur parce qu'avec les racines, ça va permettre d'aérer le sol. Puis là, à ce moment-là, l'eau peut percoler dans le sol plus facilement. Donc, avec du gazon, généralement, le système racinaire ne se rend pas très profondément. Donc, on a un sol qui est plus compact et plus résistant à l'entrée d'eau. Donc, oui, on peut avoir du gazon sur son terrain, mais c'est bien d'avoir une variété d'espèces de végétaux, surtout que le gazon, il y a des alternatives qui sont plus écologiques puis qui demandent aussi moins d'eau. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Sinon, c'est ça. Oui, on peut avoir du gazon, on peut avoir des arbustes, par exemple, en pente pour ralentir l'eau. Puis, évidemment, des arbres, parce que les arbres, avec leurs branches, ils vont permettre de retenir l'eau qui coule, donc la pluie en fait. Donc avant qu'elle touche le sol, ça va aussi créer de l'ombre, donc on rafraîchit notre terrain. Puis les racines, elles vont capter beaucoup d'eau, plus que du gazon. Donc c'est toutes des manières d'aménager son terrain pour favoriser l'infiltration de l'eau dans le sol. Et esthétiquement parlant, c'est également plus élégant et plus beau de voir de la variété avec de la pelouse, des arbustes, des arbres, que simplement de la petite pelouse. Oui, tout à fait. On poursuit maintenant avec le cheminement des eaux usées. Qu'on habite en ville ou en campagne, l'eau qu'on utilise chez soi, l'eau usée, finira un jour ou l'autre par retourner dans une rivière ou encore dans le sol pour éventuellement rejoindre l'eau souterraine. Mais avant ça, cette eau qui transporte avec elle un ensemble de polluants, par exemple le savon,
et des matières organiques, comme l'urine et des matières fécales, doit évidemment être traité. Dans cette capsule du cycle de l'eau domestique, on s'intéresse donc au chemin emprunté par les eaux usées de votre résidence jusqu'au rejet dans la nature. Commençons par voir ce qui se passe dans les résidences branchées au réseau d'égouts municipal, en prenant l'exemple de la station de traitement des eaux usées du secteur Val-Barrette de la municipalité de Lac-des-Écorces, qui est représentative de bien des stations en milieu rural. La station, qui dessert une population d'environ 500 personnes, reçoit en moyenne 250 000 litres d'eau usée par jour. La première étape est d'abord d'amener les eaux usées à la station par les canalisations souterraines enfouies sous les rues. Une fois arrivées à la station, les eaux usées, dites brutes, vont séjourner dans 2 grands bassins artificiels sans pré-traitement, c'est-à-dire sans qu'on ne retire les plus gros déchets solides ou organiques, ni le sable. Ces étangs aérés sont le cœur du traitement d'épuration. C'est là que les bactéries naturellement présentes vont proliférer en se nourrissant de la matière organique. Les composés polluants ainsi que la portion de matière organique qui n'a pas été décomposée par les bactéries vont décanter et se déposer au fond des bassins. En effet, bien que les bactéries permettent de réduire la quantité de matière organique, elles ne réussissent pas à la digérer totalement. Même si on ne peut pas enlever la totalité des contaminants présents dans les eaux usées domestiques, il existe des normes strictes concernant les rejets provenant des stations d'épuration vers les milieux récepteurs qui visent à préserver la qualité des milieux aquatiques. Les matières organiques, par exemple, sont riches en éléments nutritifs comme le phosphore, ce qui favorise la croissance des plantes aquatiques et des algues. Si on ne traitait pas l'eau, on déverserait le tout dans la rivière où il y aurait des croissances accrues de plantes et d'algues. Ce genre de pratique entraîne peu à peu le vieillissement des cours d'eau et des plans d'eau. De plus, les eaux usées brutes sont fortement chargées en coliformes fécaux qui, eux, affectent négativement la qualité de l'eau et, lorsqu'ils sont en trop grand nombre, empêchent certaines activités comme la baignade. La deuxième étape débute donc tandis que l'eau usée se retrouve dans le bassin numéro 1 où a lieu l'aération. Puisque les bactéries ont besoin d'oxygène pour digérer la matière organique, on injecte mécaniquement de l'air par des tuyaux à la surface afin de favoriser leur activité. L'eau usée passe ensuite à la troisième étape du traitement, dans l'autre bassin, où se poursuit l'aération, mais où aura également lieu la décantation. En effet, à l'entrée du deuxième bassin, pour favoriser l'agglomération des particules des divers contaminants, on ajoute du sulfate d'aluminium, qu'on appelle aussi halun. Il favorise la coagulation des particules et par le fait même capte le phosphore. C'est ce qu'on appelle la séquestration. Les particules qui sont plus lourdes se déposent au fond et les plus légères flottent à la surface. À la fin du séjour dans le deuxième bassin, l'eau qui se trouve entre ces deux accumulations sera redirigée vers la rivière. Pour que le processus d'épuration se fasse, les eaux usées doivent demeurer dans les étangs aérés pour une certaine période de temps. Le temps de rétention est en 12 jours. Plus l'eau est froide, moins les bactéries sont efficaces. Puis 50 jours en hiver, ça va permettre aux bactéries de faire leur travail. On va avoir jusqu'à 20 % de décantation de boue dans les étangs, 15 à 20 % après ça, il faut enlever les boues parce que plus on a de boue comme dans une fosse septique, mais moins la décantation est efficace, plus l'eau passe rapidement parce qu'on a moins d'espace pour l'eau, moins il y a de décantation, là, les particules pourraient commencer à passer. Quand les boues vont être soutirées lors de la vidange de boue, il va y avoir un dégrillage qui va être fait. Une partie va être rejetée dans une benne à ordures déposée au dépotoir. Le reste des boues vont être revalorisées pour l'épandage agricole avec l'aide d'un agronome qui va nous demander de faire plusieurs séries de tests. On va faire des analyses une fois par mois. On va envoyer dans le laboratoire des analyses, les matières en suspension, les nitrates, le phosphore, la demande biologique en oxygène, la demande chimique en oxygène. Le laboratoire va aussi analyser les coliformes fécaux. Puis à l'interne, on va faire le pH, la température, l'alcalinité, puis l'oxygène dissous pour savoir s'il y a assez d'aération pour les bactéries. Pour les résidents qui possèdent plutôt une installation septique à la maison, le principe est sensiblement le même.
Les installations septiques de type conventionnel, que la majorité des gens possèdent, comprennent une fosse septique dans laquelle a lieu la décantation des matières organiques. L'eau, partiellement purifiée, est ensuite envoyée dans le champ d'épuration, où les bactéries présentes dans le sol permettent de purifier l'eau qui s'y infiltre. Rappelons que ces installations septiques doivent être entretenues. Donc, la fosse septique doit être vidangée régulièrement et le champ d'épuration doit être remplacé, mais après plusieurs années d'utilisation. Qu'on soit sur le réseau d'égouts ou non, il faut faire attention à ce qu'on rejette avec nos eaux usées. Rappelons-nous le long parcours que doit emprunter l'eau provenant de la rivière ou de l'eau souterraine pour être acheminée jusqu'à chez nous. Ce cheminement comprend plusieurs étapes et a un coût, d'où l'importance d'économiser l'eau et d'en prendre soin. Parce que dans tous les cas, cette eau va être soit retournée à la rivière ou dans le sol et va donc réintégrer le cycle de l'eau. Elle pourra d'ailleurs être puisée une nouvelle fois par la prise d'eau d'une usine de production d'eau potable, comme celle du secteur de Buckingham, situé à Gatineau, sur le bord de la rivière du Lièvre, qu'on vous a présenté dans la première capsule de cette web-série. J'aimerais tout d'abord savoir les principales différences entre le traitement de l'usine Masson-Angers et de la petite station d'épuration que l'on perçoit dans la capsule. Il n'y a sensiblement aucune différence, mis à part que nous avons ajouté un dessableur et un dégrilleur. Le dessableur va retirer le sable, puis le dégrilleur, les déchets plus gros pour que par la suite, il reste seulement que l'eau usée avec les bouts. Donc, c'est les différences principales. Sinon, c'est le même fonctionnement. Et du côté des traitements polluants, qu'arrive-t-il avec les produits toxiques ou les déchets qui sont jetés directement dans l'évier ou dans la toilette? C'est très difficile. Les usines ne sont pas conçues pour traiter les produits chimiques. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux citoyens de ne pas éliminer les produits chimiques dans les toilettes ou dans l'évier, étant donné que par la suite, le traitement, c'est un traitement biologique. Donc, on va traiter les virus, les bactéries, mais pas nécessairement les produits chimiques. Donc, si on veut éviter que ces produits chimiques-là, après, se retrouvent dans la nature, dans le milieu naturel, donc il faut éviter de les envoyer soit toilettes ou évier. C'est pour ça que c'est important aussi l'huile de cuisson, les médicaments, ça ne va pas aux toilettes, les déchets aussi, c'est une cause problématique là, au niveau du traitement des eaux usées. Les lingettes, c'est une problématique qui est à la grandeur du Québec. Là, les gens pensent qu'on peut les envoyer aux toilettes et que c'est écrit sur l'emballage même que c'est compatible, mais c'est pas vrai. Ça cause des gros blocages au niveau des réseaux d'égouts et ça cause beaucoup de problèmes. Puis ça, lorsqu'il y a un blocage, bien, ça a pour effet d'empêcher l'écoulement de l'eau vers l'usine d'épuration. Donc, on doit faire une surverse, donc un déversement des eaux usées directement dans le milieu naturel pour faire les réparations nécessaires. Puis ça, c'est dommageable pour l'environnement. Donc, tout ce qui doit aller dans la toilette ou dans l'évier ou dans le réseau d'égout, c'est vraiment tout ce qu'on s'est fait pour. Donc, la nourriture, ça va au compost, ça ne va pas dans la toilette. On doit vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on envoie dans le réseau d'eau usée, étant donné qu'après, il y a un traitement et le traitement n'est pas infaillible. De même que les produits d'hygiène féminine, j'imagine? Oui, tout à fait. Ça va aux poubelles. Oui, une autre problématique. C'est une problématique. Les condoms, les tampons, des couches, la soie dentaire, des cheveux. Tout ça, c'est vraiment un casse-tête pour tous les opérateurs d'usines d'eau usée. Et c'est vraiment pas juste à Gatineau, c'est vraiment partout là, les mêmes problématiques. Là. Il y a des changements de comportement qui doivent avoir lieu. Oui. Qu'en est-il des déchets solides? Les déchets solides qui sont retirés avant le traitement à l'usine sont envoyés à l'enfouissement. Donc, c'est vraiment des déchets ultimes qu'on ne peut pas rien faire, on ne peut pas revaloriser. Contrairement aux boues, une fois que le traitement a été fait, là, les boues, lorsqu'on les retire des étangs, sont revalorisés en champ. À Gatineau, depuis 2017, 100 de toutes les boues, soit celles de Masson-Angers ou l'usine de Gatineau qui traite l'eau usée de Gatineau, Hull et Elmer, bien, toutes les boues sont revalorisées en champ agricole. Donc, on ne génère plus de déchets à ce niveau-là, même si c'est encore permis.
Et en termes de coût, c'est sûr que tout ce traitement-là des eaux usées et du traitement de l'eau potable, le traitement de l'eau potable et le traitement des eaux usées apporte un coût à la municipalité. À quoi ça peut ressembler? Juste pour le traitement des eaux usées, c'est environ 300 $ par citoyen. Si on ajoute le traitement de l'eau potable, qui est environ 200 $, on parle de 500 $ par citoyen par année pour traiter les eaux usées, eau potable, de toute aussi la distribution de cette eau-là. Et ces coûts se rajoutent aussi énormément de personnel. Ça, c'est vraiment le minimum, là, ouais. Et où va l'eau traitée par traitement des eaux usées de l'usine de Masson-Angers? Elle retourne à la rivière du Lièvre, en fait. Directement. Oui, c'est ça. Une fois qu'elle est traitée, elle retourne à la rivière. L'exutoire est tout près de l'usine. Donc, l'eau, une fois qu'elle est décontaminée, tout ça, enlever les boues, elle retourne à la rivière du Lièvre. Donc, encore une fois, c'est pour ça que c'est important de ne pas mettre des produits chimiques parce que oui, il y a les traitements physiques qui traitent l'eau, mais qui ne vont pas aider les produits chimiques à ne pas retourner à la rivière. Exactement, exactement. Puis aussi, après, cette eau-là retourne à la rivière du Outaouais, qui y a une autre ville qui va s'approvisionner aussi en eau pour faire son eau potable. Donc, on utilise sensiblement tous la même eau, plus ou moins, une après l'autre. Donc, c'est important de la garder de bonne qualité afin de s'assurer que tout le monde puisse avoir accès à cette eau brute de qualité. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont rendu ce projet possible, dont le comité du bassin versant de la rivière du Lièvre, la municipalité de Lange-Gardien et l'équipe de la TVC Basse-Lièvre. C'est ce qui conclut notre émission en collaboration avec l'équipe de Cobali. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur le cycle de l'eau domestique et que vous saurez encore mieux profiter de cette magnifique richesse qu'est l'eau potable.